Bonsoir. À tous. Nous avons, en fin de semaine dernière, reçu une alerte de santé publique venant de la zone de santé de Panzi. Alors, cette zone de santé de Panzi se trouve à peu près 417 km de Kengue. Et donc, c'est vraiment dans les milieux les plus reculés. Et dans un contexte où on a déjà une route très difficile à pratiquer pour y arriver, et surtout en saison de pluie, et on est en plein dedans. Alors, je vais d'abord donner un petit tableau, une carte postale de la zone de santé pour dire que c'est une zone de santé où on a des enfants qui sont en malnutrition parmi le plus élevé de la République, avec 61% d'enfants qui sont en malnutrition dans cette zone de santé. Comme j'ai dit, elle est très régulée, cette zone de santé, avec une route très difficile, avec des secours, donc des difficultés d'approvisionnement en médicaments à cause de la route et à cause de cette distance très importante. Et donc avec des conditions sanitaires habituellement très difficiles. Dans cette zone de santé, il a déjà été noté il y a 2 ans une grosse épidémie de fièvre typhoïde. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a noté entre le 20 et le 24 octobre, ça c'est donc l'enquête qui nous commence à nous montrer cette apparition de ce phénomène dont nous allons parler. Et donc, c'est fin novembre, donc l'alerte, un mois plus tard, que l'alerte est donnée et que nous avons donc immédiatement dépêché d'abord le médecin provincial du Kwango avec 3 épidémiologistes, avec un laborantin et avec des experts du ministère de la Santé qui ont mis 2 jours pour arriver sur la zone. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que je vais parler de la route, qui ont mis 2 jours pour arriver sur la zone. Donc nous avons fait une première évaluation le 30, mais cette évaluation était basée sur les rumeurs qui circulaient, parce que l'équipe n'était pas encore arrivée sur la zone. Et nous avons refait une évaluation cette fois-ci avec les éléments des équipes qui étaient arrivées sur la zone le 3. Donc il y a 48 heures, on a refait donc le point. Alors qu'est-ce qu'il a été donc constaté? Il a été constaté qu'on a signalé plus ou moins 382 cas de ce phénomène, et caractérisé par, premièrement, la fièvre, deuxièmement, la toux, troisièmement, le nez qui coule, ce qu'on appelle la rhinorrhée, et quatrièmement, des maux de tête et des courbatures. Donc vraiment un syndrome qui ressemble à un syndrome de grippe. Et avec, pour certains enfants et pour certaines personnes qui sont décédées, une détresse respiratoire, donc des difficultés à respirer qui surviennent suite à ces tableaux. Alors, on a noté des décès et on a pu maintenant dire combien sont décédés dans les zones de santé, dans les structures de soins. Et là, il y en a eu 27. 27 sont décédés dans les structures de soins. Encore une fois, comme je l'ai dit, ce sont des structures qui sont très difficiles pour prendre en charge des malades graves en détresse respiratoire. Parmi les 27 qui sont décédés, 10 c'était plus par manque de transfusion, étant donné donc le besoin de transfusion, parce qu'on a noté une grosse anémie aussi comme symptôme de cette maladie. Alors, l'anémie, on est en train d'investiguer pour savoir. Les partenaires sont. Comme la carence alimentaire est très importante, comme les enfants souffrent de beaucoup de paludisme, de beaucoup d'autres pathologies, dans ce cas-là, on ne sait pas si l'anémie est causée par le phénomène ou c'est sur terrain d'anémie que le phénomène s'aggrave. Mais en tout cas, sur les 27, il y en a 10 qui avaient besoin de transfusion et qui sont décédés. Maintenant, dans la communauté cette fois-ci, pas dans les centres de santé, mais dans les communautés, dans ce que les gens ont rapporté, ils ont rapporté à peu près 44 cas. Ce qui fait à peu près 71 cas au total de ce qui est réellement noté par les équipes sur terrain.
Donc voilà à peu près les chiffres. Alors les 44 cas qui sont dans la communauté, nous ne pouvons pas d'emblée dire que c'est lié au phénomène parce que effectivement il peut y avoir d'autres causes de décès dans la communauté. En tout cas, l'équipe qui est arrivée maintenant est en train de faire la cartographie des symptômes pour que nous puissions bien caractériser ce qui se passe. Et a fait aussi des prélèvements. Encore une fois, il faut les ramener cette fois-ci ces prélèvements vers Kikwit pour le laboratoire. Vous comprenez donc comment est-ce que ce sont des zones très très éloignées. Et donc pour pouvoir avoir les résultats et éventuellement trouver la cause. Nous sommes en train de discuter avec tous les spécialistes, notamment avec ceux de l'INRB, avec tous ceux qui ont géré les épidémies, pour voir un peu quelles sont les premières hypothèses que nous pouvons émettre. Alors, on est déjà plus ou moins dans l'affirmation que c'est respiratoire, parce que les gens décèdent dans un tableau de détresse respiratoire. Respiratoire avec un tableau de départ qui ressemble, comme je l'ai dit, à un tableau qu'on peut retrouver dans une grippe. Ça, c'est la première chose qu'on peut déjà dire dans les hypothèses. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que la période, ça commence en octobre, nous sommes maintenant en décembre, eh bien, c'est la période de la grippe saisonnière qui commence d'octobre à mars. Et avec un pic en décembre. Donc, est-ce que c'est une grippe saisonnière sévère avec, sur un tableau de gens fragiles à cause de la malnutrition, à cause de l'anémie, à cause des autres maladies, ou est-ce que c'est un autre germe? On va le savoir avec des résultats. Mais ça peut être une des premières hypothèses, que ce soit vraiment une grippe saisonnière sévère qui touche la zone. Encore une fois, j'ai dit que c'est des hypothèses en attendant les résultats de prise de sang, enfin, les résultats des prélèvements. On a imaginé, est-ce que ça peut être Covid? Alors, le taux de mortalité qui est autour de 7,5-8% nous fait penser peut-être que ce n'est pas Covid. Parce que Covid n'a pas ce taux de mortalité. Cependant, c'est dans une zone où les gens sont très fragiles. Donc, ça peut aussi être possible que ce soit un virus de ce type-là sur des personnes fragiles. Est-ce que c'est un autre germe? On ne le sait pas encore. On va le savoir très rapidement. En tout cas, avec tous les experts avec lesquels nous discutons, il nous semble que c'est quelque chose que l'on peut éventuellement contenir localement si nous avons la confirmation de ce qui se passe. Voilà à peu près la situation de cette maladie. Donc, on n'est pas à 169 morts, on n'est pas à 200 morts, mais voici les éléments de l'équipe qui est arrivée sur terrain. Hier, j'ai reçu le caucus des députés de Kwango. Donc tous les députés de Kwango sont venus pour qu'on fasse le point. Et ce que je viens de vous dire ici, je l'ai répété donc aux députés du Kwango hier. Et donc nos équipes locales sont sur place. Les équipes centrales vont aller maintenant parce qu'on attendait d'avoir les premiers résultats de l'équipe sur place pour préparer correctement l'équipe qui va du niveau central. Mais cette équipe est déjà prête à partir et donc on va avoir plus d'éléments pour ce qui se passe là. Donc en gros, zone très reculée, alerte donnée en fin novembre et l'enquête montre que le phénomène a commencé fin octobre et ce phénomène a fait 27 décès dans les centres de santé et à peu près 44 décès si c'est confirmé dans les communautés, caractérisé par un syndrome qu'on voit régulièrement, c'est-à-dire fièvre, le nez qui coule, les céphalées, les courbatures et l'anémie, et qui sévit en touchant plus les enfants, parce que les enfants de moins de 5 ans sont à 40% concernés dans le phénomène. Voilà à peu près la situation à ce jour de ce qui se passe dans le Congo. Peut-être qu'on va laisser les gens qui veulent avoir plus de précision poser des questions. Voilà, merci. Savoir si vous avez au moins le nombre de personnes qui ont été éradiquées ou guéries depuis le début, le nombre de guéris, s'il y en a
Parce que là, on n'a pas suivi dans notre exposé, on a juste le bilan des décès dans les structures sanitaires. Il n'y a pas de retard du tout, parce que c'est là, vendredi qu'on a eu l'alerte, qu'on a fait la première réunion le samedi, qu'on a fait la deuxième réunion le mardi, et qu'on a envoyé l'équipe dimanche. On a eu la réunion vendredi, l'équipe est partie dimanche, donc on n'a pas eu de retard. La chose est que l'équipe fait 417 km sur cette route-là. Je vous ai dit que l'équipe a mis 2 jours pour atteindre la zone à cause de la route qui est très mauvaise en période de pluie. Et c'est dimanche, nous sommes jeudi aujourd'hui. Et je vous ai dit que mardi, nous avons maintenant la situation de l'équipe qui est arrivée sur place, qui a déjà fait les prélèvements, et donc je réponds aussi à la même question pour dire nous attendons le résultat de ces prélèvements. J'ai dit que ça va à Kikwit, parce que la zone de santé est très très éloignée, elle n'a pas un laboratoire, elle, dans cette zone de santé, capable de nous donner des éléments qui puissent nous répondre. Mais maintenant, les échantillons ont été prélevés, on va avoir les résultats, et ça nous permettra de savoir effectivement quelle est la meilleure stratégie à faire. Parce que si on tombe que c'est une grippe, ce n'est pas la même chose que si on tombe que c'est une autre maladie. Et donc c'est ça qui est important pour nous, c'est les diagnostics. Ce n'est pas qu'il fallait déjà alerter, protéger les autres provinces, on va les protéger de quoi? On veut d'abord savoir. Et 3-4 jours, ce n'est pas du retard. Et grâce justement au pouce, parce que vous savez, quand on réagit à une situation, la vraie question c'est le niveau d'alerte que nous nous donnons. Nous on a mis l'alerte maximale. Nous on a mis l'alerte maximale. Mais l'alerte maximale, ça veut dire apprécier correctement la situation. Toutes les équipes sont en train d'apprécier la situation pour savoir quelle est la maladie qui est là. Ça c'est la première chose. Et donc la deuxième chose c'est que le nombre de guéris, parce que ça c'est la question qui est posée, nous avons évalué le nombre de personnes qui ont été signalées. Et le nombre de personnes qui ont été signalées, je vous dis, c'est 382. Et je vous ai dit que dans les centres de santé, il y a eu 27 morts. Sur les 27 morts, je vous ai dit qu'il y en a 10 qui sont morts parce que c'était un besoin de transfusion dans cette zone de santé très éloignée. Ça, c'est le relèvement, le relevé que l'équipe qui est partie fait sur le terrain. La communauté, c'est-à-dire maintenant, dans la population, on signale qu'il y a, depuis le 24 octobre, si on compte le nombre de décès, on est autour de 44. Sauf que ça, c'est ce qui est rapporté par la communauté. Rapporté par la communauté, ce n'est pas évalué médicalement pour savoir si tout ça est lié au même phénomène. Mais nous considérons, de manière générale, que c'est lié. C'est pour ça que nous disons 44. Et maintenant, qu'est-ce qu'on remarque d'autre? On remarque d'autre que ça touche plus les enfants. Et les enfants de moins de 5 ans, qui sont déjà fragiles, comme je viens de vous dire, à cause de la malnutrition. Donc, le nombre de guéris, c'est la différence entre les 382 et les décès qui sont rapportés. Et donc, on est à plus de 300 guéris. On a plus de 300 guéris si on considère ça. En combien de temps ils sont guéris? C'est l'investigation qu'on fait. Parce qu'on nous a dit, voilà, celui-là était malade. Maintenant, l'équipe qui est sur place, et c'est ça l'évaluation qu'on fait, va nous dire, celui-là, il a été déclaré malade à telle date. Finalement, les symptômes ont disparu à telle autre date. Ça va nous permettre d'avoir une idée précise de la durée des symptômes. Et donc, par rapport au degré d'inquiétude, ça c'est la question de France 24, je dis bien que nous, on met l'alerte au maximum. Est-ce que c'est Covid? J'ai dit que je ne sais pas si c'est Covid. Mais la première tendance nous ferait penser que ce n'est pas Covid. Mais encore une fois, Covid sur un terrain fragile peut tuer plus. C'est pour ça que nous disons, nous attendons les résultats de prélèvement pour préciser ce qui se passe. Mais cette zone de santé, comme je l'ai dit, a déjà eu des épidémies graves. Il y a 2 ans, c'était la fièvre typhoïde dans cette zone de santé-là. C'est pour ça qu'on se dit, il faut qu'on donne une réponse précise. On ne peut pas vous dire oui, c'est telle maladie. On vous donne la chronologie des choses. Nous avons été alertés le week-end dernier. Et tout ce que je vous dis là, c'est dans les 4 jours qui se sont passés. Donc voilà à peu près la situation. 143 décès, c'était le mardi. Et aujourd'hui, vous parlez d'une soixantaine
C'est quoi ces combats des chiffres? Et la deuxième préoccupation, sur place, l'autorité provinciale m'a dit qu'il y a des partenaires du gouvernement qui viennent en aide de ces malades, genre KIT et autres. Je voudrais savoir, au niveau central, au niveau de Kinshasa, au niveau du gouvernement central, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour soulager ces populations qui font face maintenant à cette épidémie inconnue jusque-là? Je me demande la question, sur quelle base alors de traitement que cela se fait? Vous n'avez pas évoqué, parce que je me dis, les traitements seraient aussi en tâtonnement, raison pour laquelle on a ce cas de décès dans le Kwango, dans cette partie du pays. Merci beaucoup. De cette zone-là. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien, c'est l'ancien médecin chef de cette zone. Et donc ce que je vous dis, c'est le rapport de la réunion de mardi après-midi, après qu'ils aient évalué la situation. Et je répète, le médecin qui est sur place, l'autorité qui est sur place, l'autorité provinciale qui est sur place, le médecin provincial, c'est l'ancien chef des zones, des Panzi. Donc c'est quelqu'un qui est chez lui, qui connaît. Et c'est la première personne qui est arrivée avec 3 épidémiologistes, avec un laborantin, avec des experts de protection contre les infections qui sont sur place. Ce que je vous donne, c'est le rapport de cette équipe. Bien entendu, ce sont les chiffres les plus officiels. Je ne peux pas suivre les chiffres qui sont donnés par parce que quelle est la source de ceux qui vous donnent des chiffres? Qu'est-ce qui est comptabilisé? Ce que je vous dis, c'est que dans les centres de santé, et je réponds en même temps à cette question-là qui vient d'être posée, dans les centres de santé, on a comptabilisé 27 décès depuis le début du phénomène.